qu'on embrasse. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On a choisi 3 sujets comme d'habitude. Le RSA qui est désormais conditionné à 15 heures d'activité par semaine. Est-ce que vous êtes convaincu par cette mesure? Depuis le 1er janvier, l'ensemble des bénéficiaires du RSA l'ensemble des bénéficiaires est automatiquement inscrit auprès de France Travail. Il y avait écrit son, ça m'a perturbé. Rien. Nommée ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui reconnaît qu'elle n'est pas une spécialiste de ces sujets. Est-ce que vous êtes choqués? C'était lors d'une interview. Et depuis qu'elle est arrivée au ministère de l'Éducation nationale, c'est vrai qu'elle les enchaîne un peu, Elisabeth Borne, les bourdes. Aujourd'hui, si tu prends l'accent arabe, tu es raciste, mais si tu prends l'accent québécois, ça, c'est terriblement raciste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Vincent Lagaffe? On reviendra sur cette déclaration. Pas très clair, c'est clair. Enfin, on voit bien ce qu'il veut en dire. clair, ça veut dire que si vous faites l'accent arabe, on va vous traiter d'être raciste. Moi, si vous faites l'accent québécois, est-ce que c'est normal? Et il dit que ça, c'est raciste. T'as encore 20 minutes pour te préparer. Voilà. C'est encore moins clair. C'est encore moins clair qu'avant que vous nous l'expliquiez. Ah bon? Non, c'est pas clair, je comprends rien. Ah. Donc j'ai dit un oui ou non, je sais plus, mais j'aurai le temps de comprendre dans 20 minutes. Non, mais vous avez non, bah... c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Promet. Hein. Franchement, le RSA, vous savez ce que c'est? Oui, quand même. Non, Bon, mais ça va. Allez, en ce début d'année 2025, il y a quelques petits changements qui sont à prévoir, notamment pour les bénéficiaires du RSA. Donc, ils vont devoir effectuer 15 heures d'activité hebdomadaire. C'est soit un travail d'intérêt général, soit une formation, soit, que sais-je encore, soit un petit travail. Mais il va falloir avoir une activité. Il y a évidemment des personnes qui sont exemptées, comme les parents isolés qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants, les personnes également en situation de certains handicaps qui ne peuvent pas travailler ou qui sont malades. Voilà, je le précise. Mais le cadre change. L'idée, c'est que quand vous touchez un revenu qui est versé donc par l'État, vous participez à la vie en collectivité. Est-ce que vous êtes convaincu par cette mesure? Le directeur général de France Travail a donné quelques détails justement sur cette nouvelle mesure. À partir d'aujourd'hui, les 1,2 million de bénéficiaires du RSA seront inscrits à France Travail, qui les accompagnera dans leur recherche d'emploi. En contrepartie de cette aide, les personnes concernées devront assurer au moins 15 heures d'activité par semaine. La personne va s'engager à être assidue, impliquée, à participer en fait à ces 15 heures minimum d'activité. Si c'est le moyen pour pouvoir accélérer les chances de retour à l'emploi, mais c'est aussi une obligation de la part du bénéficiaire du RSA de se tenir à ses engagements. En cas de non-respect de ces obligations, le bénéficiaire pourrait être sanctionné et voir le versement du RSA suspendu. Alors, nous nous sommes posé la question. Le RSA qui est désormais conditionné à 15 heures d'activité par semaine hebdomadaire. Est-ce que vous êtes convaincu par cette mesure? Attention, suspense. On a dit oui, évidemment. Éric. On a dit oui, mais ça demande des explications. Exactement. Parce que c'est un débat typiquement français. Pourquoi est-ce typiquement français? Parce que c'est un débat impossible. Vous allez voir s'opposer les tenants de 2 options radicalement opposées. Les uns vont vous dire c'est bien fait, les gens au RSA c'est tous des feignants, il faut qu'ils bossent. Ce qui est faux, évidemment. Non, de l'autre côté, vous allez avoir des gens qui ne supportent pas qu'au regard d'un droit, il y ait une obligation. C'est une sorte d'opposition philosophique. Moi, je suis évidemment entre les deux. Je pense que ça peut rapprocher certaines personnes d'une forme d'insertion. Il y a des gens qui sont vraiment très, très largués du monde du travail et même du monde de l'activité. Vous l'avez rappelé, il y a quand même des exemptions évidentes. Handicap physique ou mental, si vous avez des enfants en bas âge que vous êtes en incapacité de faire garder, etc., etc. Mais là où ça devient encore plus français, c'est que je pense que ça va être inapplicable pour 2 raisons. D'abord, qu'on ne va pas trouver assez d'activités parce que le RSA concerne des millions de personnes, et qu'ensuite, il n'y aura pas de mécanisme de contrôle assez efficace. Donc moi, je pense qu'on va se retrouver devant, c'est le fil rouge de mon intervention, devant une spécialité française entre toutes, c'est-à-dire l'usine à gaz absolument pas en état de marche. Bon, cela dit, à la marge, c'est pour ça que j'ai répondu oui, je crois que ce sera bénéfique pour une fraction des personnes concernées. Donc, je dis oui, mais je pense qu'il y aura beaucoup de trous dans la raquette. C'est intéressant comme débat parce que philosophiquement, il faut savoir si on se situe aujourd'hui dans un monde qui a renoncé à faire de la valeur travail quelque chose de prépondérant ou si au contraire, on considère, comme au XXe siècle, que le travail doit rester le centre des préoccupations de chacun. C'est philosophiquement 2 débats. Vous vous souvenez que Benoît Hamon avait considéré, c'était le seul candidat à le faire, qu'un revenu universel était la bonne solution.
Et il avait opté pour un monde où le travail n'était plus considéré comme quelque chose de consacré et d'obligatoire, mais que ne travaillaient que ceux qui voulaient, et ceux qui voulaient évidemment travailler pour le reste de la communauté. Je vous laisse réfléchir sur ceux qui auraient adoré travailler et le nombre de ceux qui auraient préféré ne pas le faire. Donc ça, c'est le premier débat. Le deuxième, où je rejoins quand même Éric, c'est que moi, ce qui me fait peur dans ce genre d'application, c'est quand ça s'applique à la France. Je garde en mémoire ces arguments, mais j'en rajoute un autre. Le nombre de bidouillages qui va être inventé, l'imagination qui va être développée et mise en branle pour inventer des fausses occupations, des vraies professions, des vrais faux travaux d'intérêt général font qu'il va y avoir un déploiement d'originalité pour essayer de créer ces fausses occupations. Et d'une certaine manière, la philosophie de cette règle, qui part d'un bon sentiment, va être déviée de son sens premier. Et je rajoute que de toute façon, je pense que ce n'était pas pour des raisons économiques que ça a été fait, mais éventuellement pour que des gens en perdition totale puissent pouvoir se raccrocher à une maille sociétale, reprendre pied dans la communauté de manière un peu progressive. C'est à ça que ça sert. Mais je pense que les bidouillages vont l'emporter sur l'efficacité. Déjà, il va falloir que ça se mette en place. Ça a été annoncé pour cette année. Donc, elle devrait être généralisée, cette obligation, d'ici 2027. Donc, ça va même être 2 ans à vraiment se mettre en place. Ça a le temps d'être détricoté 29 fois. C'est exactement ça. Vraiment. C'est pour ça. Donc, pas de panique, hein, ne vous inquiétez pas. Oui. Ça, c'est la France. Vous allez voir ce que vous allez voir, mais dans 4 ans et demi. Voilà, exactement. Donc, après 8 gouvernements. Exactement, le temps que ça se mette en place. Parce que d'ici 2027, il y aura quand même 8 gouvernements. Oui, peut-être. Et une élection présidentielle. Voilà. Et un ou deux aura peut-être été à Matignon entre-temps, parce que manifestement, il y a beaucoup de gens qui y vont. Ah ben, notre tour viendra un jour ou l'autre. L'Académie, non, c'est tombé l'Académie française Non, Parce que ça, c'était dans vos projets, donc c'est soit Matignon, soit l'Académie française. Non, Les deux, ça va être compliqué. Ça dans 4 ans. Ah, 4 ans, oui, ça c'est 4 ans, d'accord, ok. Les personnes devront signer un contrat d'engagement dans lequel des objectifs d'insertion sociale et professionnelle, justement, seront précisés. Écoutez ce que dit à ce sujet la ministre du Travail. L'expérimentation sur les 49 départements ont montré 2 choses très importantes. D'abord, un retour à l'emploi, à l'insertion professionnelle de longue durée de 42% des bénéficiaires de cette expérimentation. Et une deuxième chose que je trouve très importante, qui ne se voit pas dans les chiffres mais qui est aux clés de tout, c'est aussi un retour à l'estime de soi et à la confiance en soi qui permet de se dire « j'ai des projets, je peux y arriver ». Voilà. Ça se défend. Non, ce sont Mais c'est pour ça que ce sont des arguments recevables, oui. franchement. Effectivement, ça va être très compliqué à mettre en place, certes. Mais bon, si on peut accompagner certaines personnes, à recréer du lien social. Parce que souvent, quand on est seul chez soi, quand on est parent isolé et qu'on doit garder ses enfants, par exemple, on peut recréer du lien social. Ces 15 heures d'activité peuvent être un pas vers le retour. Pour certains, ma chère Pascal, le fait que l'argent n'est pas comme des mannes, ça ne tombe pas du ciel. Oui. On a le baromètre, effectivement, du RSA pour une personne seule, un couple, et un couple avec 2 enfants. Voilà les sommes qui sont versées. Ça va même plus loin que ça, parce que je crois quand on est inséré dans la société, on a un travail, on ne se rend pas compte du décrochage de certaines personnes. Moi, j'ai croisé une personne pour qui c'était vraiment toute une aventure de remplir un formulaire. Tellement elle s'était éloignée, non seulement du monde du travail, mais même de la société dans ses activités les plus élémentaires. Pardon, donc, mais même nous, quand vous voyez l'administratif, cher Eric, quand vous prenez, je sais pas, votre oui, mais on finit par y arriver. Oui, bien sûr, on finit par y arriver. Tandis que ces personnes-là n'y arriveraient jamais. Donc, en effet, ça les rapproche un peu d'une forme de vie un peu plus normale, un peu plus insérée. Donc oui, le oui s'impose, mais avec toutes les réserves que nous avons dites les uns et les autres. Écoutez ce témoignage des auditeurs qui est intervenu dans les grandes gueules. Alors lui est concerné justement par ce changement, mais vous allez voir que tout ça n'est pas très simple. Je travaille déjà 60 heures pour lancer ma boîte. Et en échange de ça, maintenant, on va me demander 15 heures. Il n'y a pas de souci. Si je ne travaillais pas, j'aurais pu faire 15 heures. Mais là, j'ai déjà 60 heures de taf. Non, mais elles vont être insérées, vos 15 heures vont être insérées dans votre activité quand même. Ils ne vont pas vous demander de faire 15 heures dans autre chose. Ça paraît logique. On ne va pas vous demander de travailler encore plus. Écoutez, pour l'instant, c'est ce qui se passe. Ah bon? Parce que pour l'instant, oui, on me demande de justifier mon emploi du temps, là. Vous allez le justifier. Ah bah oui, mais vous allez le justifier, puis ça ira. Mais je sais pas. Je vous dis honnêtement, je sais pas. Et je trouve ça aussi, quelque part, c'est quand même une incohérence d'obliger des chefs d'entreprise qui débutent leur activité à grossir les rangs de France.
Ouais. Voilà. Vous voyez, j'ai parlé d'usine à gaz. J'ai parlé d'usine à gaz avant d'entendre le témoignage de ce monsieur. J'ai peur que maintenant, ça soit une usine sans gaz même. Oui, c'est ça. Qui soit oui, montée parce que à la le fin. pauvre, effectivement, il est en train de monter son entreprise. Sa du gaz sans micro-entreprise. usine. Il travaille, oui. Non, mais comment on s'en sort de cette situation, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Non, enfin voilà, c'est vrai que le pauvre monsieur, il travaille déjà 60 heures par semaine. Si on lui demande 15 heures de plus, qu'est-ce qu'il va faire? Non. Non, mais bon, voilà, tout ça, ça mérite effectivement quelques ajustements, non? En 2 ans, on a le temps, hein. On a le temps d'ajuster tous les cas particuliers. On a le temps exactement de voir ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous, parce que la question, évidemment, vous a été posée. Est-ce que ça réagit sur les réseaux sociaux? On va peut-être voir le... Ah, voilà. Ouais, regardez, c'est très partagé. Est-ce que vous êtes convaincu par cette mesure? Sûr. Oui, non, 42,6%. Bon, après, l'État fait des propositions peut-être pour accompagner certains vers le retour à l'emploi. Mais moi, j'ai une question complémentaire qui me vient. Pascal, Eric, Yann et les autres. Est-ce que les autres vont être soumis à cette obligation? Parce qu'on ne les voit pas beaucoup bosser. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai, ça. Est-ce qu'il n'y aura pas 15 heures d'activité? Oui. Thomas Guénolé n'a pas l'air surchargé de boulot. Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'à partir du 28 février, on va nous-mêmes être soumis à cette obligation? Ah, ça, ce sera toute une autre histoire, ça. Mais Thomas Guénolé, il est revenu un peu là chez Cyril? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il est... C'est pour ça que les 15 heures d'activité... Ah, il est là ce soir, me dit. Ah, il est là ce soir, d'accord. Oui. Ça lui fera déjà 3 heures d'activité. 3 heures d'activité, voilà. déjà. Mais vous croyez qu'il est au RSA, Thomas Guénolé? En tout cas, il devrait le justifier. Ah, voilà, moi, j'ai pas encore vu des choses déterminantes de sa part. Ah oui, oui. Non, je ne crois pas. Moi, j'ai vu un emploi fictif chez lui. Où? Bah là, ici, était PMP. Qui? C'est pas vrai. Guénolé. Ah, c'est pas vrai. Il est là, mais il fait semblant de ne pas y être. Ah bon? C'est un emploi non fictif. Il fait semblant de ne pas être là où il est. Ah bon? Parce qu'il vient toucher un chèque, mais il a finalement honte d'être là où il est. Ah bon, vous êtes sûr ça de se voit. Il se désolidarise en mettant des badges, etc. Enfin, il joue pas le jeu. Oui. Il joue le jeu tout en ne voulant pas le jouer. Ah bah, il n'assume pas sa présence et ça se voit. C'est dur apparaître à la télé en suppliant qu'on ne nous voit pas. Oui. Un type arrive dans l'émission et pourvu qu'on ne me voit pas, il y a des millions de gens qui regardent, pourvu que je ne vais pas être vu ici. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile d'être Thomas Guénolé. De s'invisibiliser dans une émission de télévision. Non, c'est pas toujours facile. Allez, ou alors il se tourne. Oui. Il se met de dos face au public. Ça, c'est une autre émission. Ça, le fait de se tourner. Ou derrière un rideau, on va appeler Pascal et Laurent. Pascal et Laurent. On embrasse évidemment, on n'arrête pas de parler d'eux. Vraiment. Elisabeth Borne qui enchaîne un peu les bourdes depuis qu'elle a été nommée ministre de l'Éducation nationale. Elisabeth Bourde. Bourde, oh, pas mal, Elisabeth Bourde. Elle reconnaît qu'elle n'est pas une spécialiste de ces sujets. Elle a déclenché une polémique. Elle en a pas déclenché qu'une polémique, d'ailleurs, depuis qu'elle est ministre de l'Éducation nationale. Mais lors de la passation de pouvoir avec Anne Genetet, elle a fait une confidence. Elle n'est pas vraiment une spécialiste des sujets sur l'éducation nationale. Et pourtant, désormais, elle en est ministre. Ça a surpris beaucoup de monde. Elle est même revenue sur ses propos dimanche. Est-ce que vous êtes choqués par ça? C'est vrai, puis elle a tourné le dos quand elle était à Mayotte, à des professeurs. Elle les a un petit peu enchaînés. Elisabeth Borne. Elle était morte de rire dans l'avion quand... Exactement, elle était morte de rire dans une situation effectivement à Mayotte qui n'était pas formidable. Voilà, on va revoir peut-être la vidéo dans un instant, mais on en parlera tout à l'heure, bien sûr, 18h14, on est en direct sur C8, c'est tout de suite. Merci d'être avec nous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur C8, on est en direct, il est 18h21, on est toujours avec Eric et Yann, avec le public. Merci encore pour hier, parce que vous étiez très nombreux à nous suivre pour le retour donc de l'émission en direct après les vacances de Noël. Nous étions encore leader TNT, merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir. On a eu plaisir à se retrouver nous aussi après ces vacances. Merci. Mais vous voyez, dans la beaucoup. manière dont vous le dites, vous vous êtes habitué au succès. Ah bah écoutez, si, au début de la saison, c'était on est leader TNT. Puis là, on était leader TNT. Bah, oui, La routine. Il ne faut jamais s'habituer. Oh, cher Eric, vous le savez, il ne faut jamais s'habituer. Non, merci beaucoup à vous. De quoi étions-nous en train de parler avant cette petite pause? De Madame Borne. Alors, elle est ministre de l'Éducation nationale depuis peu de temps. Oui. Voilà. Elle enchaîne. Et pour peu de temps.
Ah, ça, je vous le laisse. Là. Elle est à mi-mandat. Elle est à mi-mandat. Elle est à mi-mandat. Et à mi-mandal Non, la aussi. pauvre. Bon, enfin, la pauvre. Elle a un petit peu enchaîné les La bourdes. pauvre, elle a un peu le melon. Elle pensait qu'en allant à un concert du Mylène Farmer, elle allait pouvoir assurer la première partie. Oui. Avec 15 gardes du corps. Vous vous souvenez quand même qu'elle avait demandé une sécurité rapprochée, etc. Quand oui, on c'est avait vrai. dit qu'on arrêtait pour les premiers ministres, etc. Ah oui, elle pense mais- qu'il y a des émeutes dans les supermarchés quand elle va acheter ses tomates. Hein. Donc, Non, elle ou avait c'est melon, expliqué- ou c'est melon Ou plutôt. c'est melon, hein, ou c'est melon. Si tant pas est mal. qu'elle en ait encore C'est besoin. vrai. Est-ce que vous vous souvenez, Yann a raison. Bah, il faut dire qu'elle en a un gros. Ah oui. Non, mais... Merci, Eric. Non, mais c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Oui, elle avait expliqué effectivement qu'il était hors de question effectivement d'enlever la sécurité. Bon, elle a été première ministre. Oui. Ah oui. Voilà. Heureusement, C'est bien de le- il y a au c'est bien moins de une le personne rappeler. qui s'en souvient. Oui. Elle. Alors là, je sens que la pauvre. Bon, c'est vrai qu'elle a un peu enchaîné les bourdes depuis qu'elle a été nommée ministre de l'Éducation nationale. Et alors, elle n'a pas attendu. Mais alors, lors de la passation de pouvoir avec Madame Jeuneté, elle a commencé, première bourde. Regardez, on en parle juste après. C'est dans ce contexte particulier et grave qu'en tant qu'ancienne Première ministre, qui n'envisageait pas de participer de nouveau à un gouvernement, j'ai décidé de répondre positivement. Je ne suis pas une spécialiste de ces sujets, mais je sais par contre combien les questions d'éducation et de formation de notre jeunesse sont des pierres angulaires pour notre nation. C'est-à-dire que ça faisait pas une seconde qu'elle était en poste. Je viens d'être nommée ministre, mais je suis pas du tout spécialiste du sujet. Genre, je connais pas la question. Ben oui. Mais non, mais c'est incroyable quand même. important. Avant, on Il y a disait des- ça dépasse les bornes, maintenant on dira ça dépasse la Ah, borne. bah oui, c'est ça. Bien. Un festival. Mais elle nous inspire. Ah oui, elle nous inspire là. Vous êtes très en forme, nous allons voter. Donc, alors, nous allons voter avant de continuer d'en discuter. Nommée ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne reconnaît qu'elle n'est pas une spécialiste des sujets. Est-ce que vous êtes choqués? Oui. Je t'en oui dans le public, oui, voilà. Tout le monde est choqué. Cher Bah, Eric. moi, dans ces cas-là, je propose. Ah non, je suis en rouge, moi. J'avais dit non, je suis pas. Ah bon Non, Qu'est-ce qui je vous sais plus prend pourquoi. Qu'est-ce qui vous J'avais prend, dit. Pascal Non, je Il comprends. voulait envoyer la musique là, de Born to be Alive. C'est ça. Non, bon, ben voilà, elle est un peu trop honnête, voilà. D'accord. Elle est Non, mais un peu trop honnête. écoutez, moi, pour éclairer ce genre de débat, je propose toujours le même procédé Oui. qui est celui de la transposition. Oui. Vous êtes sur une table d'opération. Oui. Le chirurgien arrive, un scalpel à la main, et vous déclare, vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets. Comment vous réagissez? Bon. Alors, évidemment, on peut juger que l'école, ce n'est pas un sujet crucial. Moi, je pense tout le contraire. Et je pense d'ailleurs que l'école est le grand échec du macronisme. Oui, il essaie de visualiser, Yannick. Comment... Je vois la Et scène. déjà, on n'est pas très à l'aise, mais bon, le C'est mec le arrive. foie, vous? Oui, c'est le foie. Oui. Et, moi, je sais plutôt le cœur, je vais voir ce que je peux faire. On va y aller au hasard. Non, je pense que c'est le grand échec du macronisme, l'école. C'est-à-dire que je pense que l'école est la mère de toutes les batailles. Je pense qu'on... Mais elle le dit, hein. Oui, C'est mais... sa deuxième phrase, soyons précis, on ne peut pas non plus. Oui, mais, jeter nos propres oui, mais alors, sur il des fallait, mots qu'elle il fallait a pas faire dit. l'impasse Je sur la connais pas première trop, mais phrase. je sais que c'est Non, un mais ce qui est sujet génial, capital. c'est- Je suis d'accord. Non, mais alors, oui. Je suis d'accord. C'est Fallait un pas peu la la prendre. C'est contradiction bizarre dans quand l'école. même quand on est spécialiste de rien, d'avoir été en tant que Première ministre la spécialiste de tout. Oui. Oui, non, ça, oui, c'est- ça c'est une bonne remarque. Oui. Mais quand vous avez... Je reprends, l'école c'est la mère de toutes les batailles, il faut absolument reprendre l'école, en refaire un sanctuaire contre les délinquants, puisque vous savez que les délinquants s'attaquent beaucoup à l'école, contre le wokisme, qui en a fait son cheval de Troie, et contre l'islamisme, qui en a fait son cheval de Troie, et contre l'enseignement de l'ignorance. Or, M. Macron n'a pas arrêté de nommer des ministres de l'Éducation contradictoires. Il a quand même réussi à faire succéder Pape Ndiaye à Jean-Michel Blanquer. D'ailleurs, des deux personnes qui étaient sur des lignes antagonistes. Et là, eh ben, au ministère de l'Éducation, depuis quelque temps, il nomme n'importe qui. Anne Jeuneté, C'est comme si vous faites alterner Margaret Thatcher et Dorothée, hein, c'est Ah oui, pareil. oh là là. Oui, c'est un peu ça. Mais Anne Jeuneté, voilà, Amélie Oudéa-Castéra, c'était n'importe quoi. On dirait vraiment que c'est quand on ne sait plus où placer quelqu'un, on le place à l'Éducation nationale parce que toutes les autres places sont prises. Non. Regardez, voilà les visages qui s'affichent. Regardez. Tous les ministres. Regardez, on se a sont déjà oublié succédé. Nicole Belloubet. 6 On l'a ministres déjà différents, c'est vrai. oublié. Ça n'a pas duré longtemps. Même hein, elle, elle s'est oubliée. Mais oui, mois. Anne Jeuneté, on l'a déjà oublié. Pendant ce temps-là, l'école s'enfonce dans la crise, les écoliers français s'enfoncent dans les classements
internationaux. L'école est une catastrophe. Et à chaque fois que vous nommez quelqu'un qui n'y connaît rien... Et qui ne tient même pas une année scolaire. Non, même pas un trimestre parfois. Quand vous nommez quelqu'un qui n'y connaît pas, vous aggravez encore cette crise. Je trouve ça catastrophique. On peut s'en amuser. Je m'en suis amusé dans un premier temps, mais vraiment, je m'en désole dans un second temps. Ça ne vous fait pas rire, Yann? Non, ce qui est gravissime, c'est la chose suivante. Il y a des gens dont l'éducation nationale est la spécialité, et la vocation, et même l'obsession. Je prends un ministre de l'Éducation nationale que j'ai beaucoup apprécié, qui était Jean-Michel Blanquer. Qui connaissait parfaitement ces dossiers. Qui rêvait de ce poste. Il ne rêvait pas de la culture, il ne rêvait pas de l'intérieur, il ne rêvait pas des affaires étrangères, il ne rêvait pas de Matignon. Il rêvait de l'éducation nationale depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'il avait des convictions, il avait des intuitions, il avait des projets. Donc c'est quelqu'un qui avait réfléchi sur la question. Et là, il y a quelqu'un qui veut en être. Elle ne sait pas vraiment où, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui te reste, etc. Elle piétinait un peu, elle s'agaçait un peu. Elle est revenue dans les petits papiers du président de la République. Et comme cadeau personnel, strictement personnel, on lui a fait l'honneur de lui donner le ministère qui est, à mon avis, le nerf de la guerre. C'est le ministère le plus important en France. Eh bien, du coup, comme ça, elle va apprendre à être ministre des Affaires de l'Éducation nationale, comme les enfants vont apprendre à faire des dictées, etc. En fait. Si vous voulez, ce que je ne comprends pas, c'est cette vocation franco-française à vouloir absolument participer du pouvoir quand on est incapable de l'incarner. Ça, c'est dangereux. Si on transpose aussi, on peut très bien imaginer, puisqu'on reste dans l'éducation nationale, une prof d'anglais qui arrive là, moi je suis prof d'allemand, mais bon, j'y connais rien en anglais, je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est la même chose en fait. Elle va diriger un ministère dont elle n'est même pas capable de lister les problèmes. Donc les solutions, on en est loin. Bon, il y a des conseillers effectivement qui sont il y a des conseillers, qui travaillent. Non, Pascal, surtout. vous savez ce que c'est qu'être ministre? Il y a deux options quand on est ministre. Soit on laisse tomber, on incarne la fonction et on se réveille à 15h et on fait rien. Ça existe, il y a des ministres qui s'en foutent complètement. Ça marche parce que les hauts fonctionnaires font leur travail. Et il y a les ministres qui ont décidé de se faire respecter par leur administration et qui incarnent la fonction. Je suis d'accord, c'est un choix. Elle est dans la première catégorie. Bon, elle va pas. Mais surtout que je vous disais, elle a enchaîné un petit peu les bourdes. C'est une récompense pour elle. Ben oui, une récompense. Je ne sais pas. Vous êtes Premier ministre, vous devenez ministre de l'Éducation nationale. Mais déjà psychologiquement, moi je trouve ça très étrange. Mais oui, c'est très particulier. Mais oui, il y a un truc qui c'est pas normal. Dites-moi, est-ce que vous avez vu aussi cette séquence? Bien sûr, tout le monde l'a vu, cette séquence où Elisabeth Borne. Alors là, nous sommes à Mayotte. François Bayrou évoquait le nombre de décès à Mayotte. Et elle est morte de rire. Derrière, on va revoir cette image. C'est sinistre. Ah là, Elisabeth Borne morte de rire. Regardez. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est 39 victimes constatées. Tout le monde sait qu'il y en a évidemment d'autres qu'on pourra dénombrer par la suite. Mais je considère, pas moi seulement, parce que c'est pas moi qui fais les estimations tout seul, je considère que les annonces de milliers de victimes, et même parfois de dizaines de milliers. Non mais là, voilà. Elle a beau être ministre de l'Éducation nationale, on a envie de la mettre au coin là. Vraiment. C'est elle qui mériterait d'être au coin là. Et vous voyez le cynisme de cette séquence, c'est-à-dire que la femme qui derrière veut absolument faire en sorte que la mettre en avant. Et l'autre, elle n'en revient pas. C'est-à-dire qu'elle a un orgasme médiatique. Tout d'un coup, la lumière est là et elle jouit. Non, mais elle jouit. C'est une jouissance. Non, mais c'est de l'ordre de la jouissance. Là, elle vient vraiment de jouir. C'est-à-dire, ça y est, on me filme, on me voit, je suis sur la photo. Et c'est l'illustration, en fait, de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que, exactement, elle a dû avoir cette réaction-là quand on lui a dit, finalement, tu vas avoir un portefeuille. De quoi? L'éducation nationale. Ah, bon, d'accord, mais j'ai un ministère. Oui. De l'éducation nationale, non, ça je m'en fiche, j'ai un ministère, oui. Mais de l'éducation nationale, non mais peu importe, j'ai un ministère. Oui, lequel? Oui, mais ça je m'en fiche, j'ai un ministère. Oui, de l'éducation nationale, oui, mais ça je m'en fiche. Charles, le premier contact avec les enseignants, ça s'est bien passé, ça aussi. Elisabeth Borne tournant le dos, là aussi, à des enseignants qui dénonçaient justement les difficultés d'accès à l'aide de l'État après le cyclone. On est toujours à Mayotte. J'aurais peut-être pas dû y aller à Mayotte. Regardez. Personne n'est monté. Vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller... Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km, 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Voilà. Waouh. Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un double problème. D'abord, il y a un problème d'autorité, parce qu'une fois que vous vous êtes marré, quand on a parlé des morts et que vous avez dit que vous n'y connaissez rien à votre métier,
l'effet d'autorité auprès des enseignants est déjà ruiné. Mais là, elle est en train d'expliquer à ces enseignants que leur réalité ne vaut rien par rapport à ce qu'elle croit. C'est-à-dire que la réalité du terrain n'est rien par rapport à ce qu'elle, on lui a dit. C'est le contraire qu'on attend d'un ministre, qu'il prenne en compte la réalité et surtout qu'il arrange les problèmes de cette réalité. C'est peut-être la séance la plus ravageuse des trois. Vous voyez l'immense violence de cette séquence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas terminé leur phrase, elle leur tourne le dos et leur dit « Ce que vous racontez ne m'intéresse pas. Causez toujours. Vos 5 km à pied sous le cagnard, causez toujours. » En gros, c'est « J'y crois moyennement à vos sornettes. » Je pense que cette femme est vraiment... Un problème. Je pense qu'il y a un problème de narcissisme qui dépasse, j'allais dire, bon bref, les bornes, mais il y a un problème de narcissisme qui... Non, parce que je n'ai pas fait exprès. Non, parce que je n'ai pas fait exprès. Il y a un problème de narcissisme qui est vraiment plus que flagrant, qui est obscène. Bon. Et vous, qu'en pensez-vous chez vous? Évidemment, nous vous avons posé la question. Elisabeth Borne, alors on a été revenus, nous, sur, évidemment... La première séquence, la passation de pouvoir, oui, je n'y connais rien, mais je sais que c'est un sujet central. Non, alors, attendez, je vais vous dire quelque chose. La vérité, donc évidemment, vous êtes choqués, mais bien sûr, vous êtes choqués. Mais sauf que, bien entendu, Elisabeth Borne n'a pas écrit son discours. Sachez que les ministres, notamment lors des passations de pouvoir, ont des sbires, en tout cas des conseillers qui écrivent le discours. Déjà, il y a un génie qui a écrit ça, qui s'est dit, tiens, je vais reconnaître que je n'y connais rien devant les caméras. C'est déjà con d'avoir lu, mais si en plus on lit sans l'avoir écrit, c'est la connerie au carré. Ah oui, non, mais c'est ça. Je pense qu'elle aurait dû séparer. Il aurait pu aussi imaginer. Et en plus, je suis une imbécile totale, je n'ai aucune capacité à quoi que ce soit. Elle l'aurait lu. Mais les téléspectateurs le savent. Enfin, je ne sais pas s'ils le savent. En tout cas, moi, je pensais qu'elle n'était pas très intelligente. Maintenant, vous avez trouvé qu'elle était stupide. Mais si ce n'est pas elle, les collaborateurs, à mon avis, il y en a un qui s'est fait tirer les oreilles après. Mais si ce n'est pas elle qui écrit les discours, c'est donc qu'elle ne fait pas le boulot pour lequel elle ne connaît rien, c'est ça? Voilà, là, ça devient quand même très compliqué. Oui, ça devient. Heureusement, ça va pas durer très longtemps. En même temps, il paraît que le conseiller a dit, moi, j'y connais rien à ce genre de. Oui, c'est vrai. Je suis pas un spécialiste. Personne n'y connaît rien. Un spécialiste, le type qui écrit ses discours. Allez, il était dans les artichauts avant, là maintenant il écrit des discours pour une courge. Oh là 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 là. Si, c'était pas mal. Si, c'était bien. Bon, écoutez, on se détend comme on peut parce que vous savez, l'éducation nationale, c'est tellement un sujet sérieux que là, soit on se met à pleurer sur le plateau, soit on rit de nos pauvres calembours. Oui, on aime bien vos calembours, on les adore. Allez, il est 18h34, on est en direct sur C8. On voulait juste commenter cette phrase, juste, je ne sais pas pourquoi je dis juste, commenter cette phrase de Vincent Lagaffe. Aujourd'hui, si tu prends l'accent arabe, tu es raciste. Non, parce que vous avez bien compris. C'est toujours pas clair. Mais... Pas si tu prends l'accent québécois. Et ça, c'est terriblement raciste. C'est ce qu'a dit Vincent Lagaffe. Bon, pas compris. Toujours pas clair. D'une promo médiatique. Vous n'avez pas compris? Mon entendement a du mal avec cette phrase. Du coup, j'attends de voir ce que tu as voté quand même. Ça m'intéresse. Au hasard. Est-ce que vous êtes d'accord avec Vincent Lagaffe? Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Non, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là. C'est ambigu, cette phrase. Vous le faites exprès? Non. Vous êtes brillant d'intelligence et vous me dites que vous ne comprenez cette pas. Cette phrase est étrangement tournée. Oui, j'ai hâte de voir ce qu'il veut dire par là. Ah oui, d'accord. Alors. Oui, vous avez dit non. Possible. Bon, Éric. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, je ne suis pas un spécialiste des accents. Je vais quand même, comme Elisabeth Borne, je vais quand même donner mon avis. Bon, d'abord, moi, je suis très mauvais pour les accents. Bon, déjà. Ensuite, je trouve que vraiment. Vous n'êtes pas humoriste. Non, mais je trouve que maintenant. Vous avez l'humour. Involontairement. Non, mais les accents, je trouve ça maintenant très ringard, surtout dans l'humour. On a connu, même si Yann a quelques années de moins que moi, on a connu quand même l'âge d'or des accents. On ne revoit pas ces séquences sans un sentiment de gêne. On a connu Pierre Péchin quand même. Pierre Péchin, Michel Leb. La cigale et la fourmi de Pierre Péchin, très honnêtement, je suis content de ne plus appartenir à une époque qui était capable de générer ce genre de sketch. Ouais. C'était vraiment. Ça, par exemple. La cigale et la fourmi n'allait pas. J'aurais même pas dû en parler parce que là, on prend quand même un bon coup sur la calebasse quand on voit ça. Donc, on est content que cet âge d'or des accents soit derrière nous. Alors, en effet, à l'heure actuelle, moi, l'accent arabe, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Non pas que je trouve ça foncièrement raciste, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière, mais ça me fait pas rire. Mais en effet, je vois que l'accent québécois fait rire. Donc, c'est vrai qu'il y a un 2 poids 2 mesures. L'accent québécois fait beaucoup rire. Je comprends pas très bien d'ailleurs le mécanisme du non-rire d'un côté et du rire de l'autre, mais dans le monde idéal de Lagaffe, on serait contre tous les accents, contre toutes les discriminations. Moi, je pense qu'à la base, quand même, l'intention n'est pas la même quand on prend l'accent arabe. En gros, il y a 2 poids 2 mesures.
Oui, voilà. mais on va faire ça, deux poids, deux mesures. Peut-être qu'il y a deux poids, deux mesures, mais je pense que dans l'esprit de quelqu'un qui imite soit l'accent arabe, soit l'accent québécois, il y a aussi deux poids, deux mesures, c'est pas la même intention. Voilà, c'est pas les mêmes répercussions. On risque pas de vexer la même population. Bon, les Québécois en France, c'est quand même une minorité extrêmement restreinte. Donc je trouve que le débat est un peu biaisé. Donc je comprends pourquoi Yann a un peu de mal à saisir les tenants et les aboutissants. C'est que le débat est faussé dès le début. Voilà mon problème déjà, c'est qu'il y a deux problèmes. D'abord, les Québécois ne peuvent pas imiter l'accent québécois. Première chose, ils sont québécois, donc ils ne peuvent pas imiter leur propre accent. Mais on ne parle pas des Québécois. Non, mais on parle aussi des Québécois. Les Arabes ne peuvent pas imiter l'accent arabe. Ils le possèdent déjà. Oui. Et moi, je vais dire une chose qui va vous paraître étrange. Oui. C'est que, qu'est-ce que c'est que l'humour ? L'humour, c'est d'abord la capacité de se moquer de soi-même, de soi. Oui. Quand on se moque de quelqu'un d'autre, ça s'appelle de l'ironie. Mais l'humour, c'est s'inclure dans une communauté, dans un paysage, en se moquant d'abord de soi-même. Soi au sens large, c'est-à-dire les siens. Ses travers, sa culture, son ethnie, etc. Et donc, à titre personnel, sans politiquement correct, je trouve que rien n'est plus drôle que l'humour juif quand il se moque des juifs. Rien n'est plus drôle que l'humour arabe. Il n'y a pas beaucoup d'humour arabe, j'en connais pas beaucoup. Quand il se moque des Arabes, c'est vrai que l'humour juif, c'est répertorié. L'humour arabe, il n'y a pas de livre sur l'humour arabe. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je constate que l'humour juif, c'est une catégorie de la culture. Les blagues juives. Les blagues juives, bon. J'aime bien, si vous voulez, moi, quand une communauté se moque... l'autodérision. J'aime ça parce que l'autodérision, c'est ce que j'appelle l'humour. Ouais. Je ne dis pas autodérision, je dis l'humour. C'est la propension à se moquer de soi-même et de ses communautés. Et surtout pour une raison simple. C'est que les communautés eux-mêmes, les ethnies eux-mêmes, se connaissent par cœur. Donc, eux arrivent à développer leur tare de manière burlesque ou comique mieux que personne. Et quand vous imitez un accent noir ou un accent africain ou un accent québécois ou arabe, en fait, vous vous moquez à partir de clichés que vous avez sur la communauté, mais pas à partir de la connaissance que vous avez de la communauté. C'est pourquoi, sans politiquement correct, je préfère un arabe qui rit des arabes parce qu'il a une connaissance supérieure aux autres de ce dont il faut se moquer et comment. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le politiquement correct. Ouais. Bon, et vous, qu'en pensez-vous chez vous? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Très curieux de savoir les résultats. Est-ce que vous comprenez ce qu'a voulu dire Vincent Lagaffe, le deux poids, deux mesures? Bah oui. Vous voyez, les téléspectateurs qui nous suivent avaient compris la question, ils disent oui. Oui, il y a deux poids, deux mesures. Il y a, en gros, on ne parle pas des accents, ce n'est pas de l'accent en particulier. Oui, mais il y a un certain humour qu'on peut pratiquer et un autre qu'on ne peut pas pratiquer au nom du politiquement correct. C'est ça s'il y avait moins de racisme en France, parce qu'on ne va pas dire que la France est un pays raciste, je ne supporte pas d'entendre ça, mais il y a du racisme en France, il est bien clair qu'on pourrait se moquer de qui on voudrait, etc. Mais dans le contexte actuel, on sait très bien que quelqu'un qui va venir faire un sketch où il se moque d'un accent arabe, il sait, si vous voulez... Il sait ce qu'il fait, c'est ça que je veux dire. Il sait ce qu'il fait. Donc, du coup, c'est pas neutre comme question. Non, c'est exactement ça. C'est que l'intention n'est pas la même. En 75, il n'y avait pas de racisme comme il y en a aujourd'hui, donc on pouvait. Aujourd'hui, on peut plus. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. On continuera d'autres débats, évidemment. Demain, tout de suite, Cyril Hanouna. À demain.